Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincentquête. Aujourd'hui, je vous parle d'élections, vous le savez sans doute, je l'espère en tout cas. Nous sommes appelés aux urnes les dimanches 20 et 27 juin, c'est-à-dire dès ce dimanche pour deux élections, en simultané les élections régionales et départementales, sans oublier non plus les élections territoriales également. L'abstention est forte à ces scrutins locaux, notamment chez les jeunes. Le contexte sanitaire n'incite vraiment pas au vote, alors je vous propose dans cette vidéo de passer en revue les compétences de chaque collectivité, mais aussi, et je vais commencer avec ça, de comprendre ces élections. Car oui, voter deux fois le même jour, c'est assez étrange, mais c'est lié au Covid-19, je vous explique. Les conseillers régionaux et départementaux sont élus pour 6 ans. Le mandat à venir ira jusqu'en mars 2028, histoire de ne pas mélanger avec la présidentielle de 2027. Les dernières élections remontent à 2015, mars pour les départementales, décembre pour les régionales, mais elles avaient été reportées. Entre les confinements et l'incertitude sanitaire, les deux élections ont donc cette année été reportées en juin et ça avait déjà fait des remous, vous vous en souvenez peut-être. Bref, parlons mode d'emploi. Pour les régionales, les listes sont paritaires avec en alternance un homme et une femme. Elles sont établies à l'échelle de la région, mais divisées vraiment selon les départements. L'élection des 1758 conseillers régionaux se fait à la proportionnelle avec prime majoritaire. Pour faire simple et court, la liste arrivée en tête au second tour remporte automatiquement 25% des sièges et donc les sièges restants, les 75%, sont répartis proportionnellement au score de toutes les listes, y compris la liste gagnante. On passe maintenant aux élections départementales. Ce sont au total 4056 conseillers départementaux qui vont être élus dans 95 départements. Ces conseillers, ce sont des binômes paritaires, un homme, une femme, dans chaque canton. Le canton, c'est une division du département. L'élection se fait à la majorité relative. Le binôme en tête au second tour l'emporte. Et puis, même si la vaccination a avancé, le Covid n'a pas disparu, loin de là. Il y aura donc un protocole sanitaire strict dans tous les bureaux de vote avec du gel hydroalcoolique et le port du masque obligatoire. Sachez aussi qu'une priorité à la vaccination a été proposée aux membres de ces bureaux de vote qui auront accès aussi à des autotests le jour du scrutin. Voilà pour ce très court mode d'emploi. J'espère que j'aurai été clair sur le mode de scrutin de ces deux élections. Mais vous le voyez dans le titre de la vidéo, ça parle aussi d'élections territoriales. Et c'est maintenant que je vous explique ce que c'est. En Corse, en Guyane et en Martinique, ce ne seront ni des départementales ni des régionales, mais les deux en même temps, oui, on parle des élections territoriales, puisque ce sont des collectivités territoriales uniques, un statut particulier. La collectivité territoriale unique est en fait dotée d'une unique assemblée qui dispose des compétences à la fois d'une région et d'un département. Ce sont donc des conseillers territoriaux qui siègent en Corse. La collectivité de Corse a remplacé en 2018 les deux départements et la collectivité territoriale existante avec une assemblée de Corse, une assemblée unique. Donc ce fut le même processus en 2016 pour la Guyane et la Martinique avec quelques différences liées à l'outre-mer. Ce nouveau statut pour ces trois territoires permet davantage d'autonomie vis-à-vis de la métropole, mais aussi une simplification avec la suppression des doublons, par exemple. Allez, quelques exemples sur les pouvoirs de cette assemblée Corse. Grossièrement, elle peut donner son avis sur les futures lois qui concerneront l'île et suggérer des propositions à Matignon. Elle a aussi des compétences économiques pour son développement notamment, et évidemment un axe culturel avec l'identité corse qui va avec la langue également, sans oublier un regard sur les liaisons aériennes et maritimes vers et depuis le continent pour le fret et les passagers. En Martinique et en Guyane, c'est encore un peu différent du fait du statut outre-mer. Les contraintes sont parfois tellement éloignées de celles de l'Hexagone qu'il faut modifier les lois pour qu'elles soient applicables. Les assemblées ont aussi un grand pouvoir pour développer les économies. C'est d'ailleurs l'un de leurs principaux défis avec, par exemple, la possibilité de coopération régionale. C'est grossièrement une autonomie pour créer des partenariats avec les territoires autour. Voilà donc pour ces collectivités territoriales uniques. On passe aux élections régionales maintenant avec tout d'abord un retour sur le paysage actuel de l'élection de 2015. Une élection marquée par notamment la montée du Front National et les fameux barrages républicains avec le retrait de listes pour empêcher l'éparpillement des voix face au parti de Marine Le Pen. Ce qui explique notamment la montée de la droite et la chute du nombre de conseillers
de gauche, vous le voyez. La loi du 16 janvier 2015 a entraîné la refonte de la carte des régions. On est passé de 22 régions à 12 régions métropolitaines, plus la collectivité de Corse. 16 régions ont fusionné, 6 n'ont connu aucune modification. Ces 12 nouvelles grandes régions, vous le voyez, ce sont Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Île-de-France, Occitanie, Hauts-de-France, Normandie, Pays-la-Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. 12 régions auxquelles il faut rajouter 2 régions en Outre-mer, la Guadeloupe et la Réunion. Très rapidement, il y avait 3 objectifs avec ces grandes régions. Le premier, faire des économies de fonctionnement, en supprimant des métiers en doublon par exemple. Et avec le recul, on voit qu'en fait, l'objectif n'est pas du tout atteint. Deuxième objectif, simplifier l'organisation administrative du territoire. Là aussi, c'est raté. Et troisième objectif, créer des régions de taille européenne. Et pour le coup, là, c'est bon si l'on compte le nombre d'habitants. Ces élections régionales de 2021 pourraient avoir un avant-goût de présidentielle. Et oui, Xavier Bertrand, candidat dans les Hauts-de-France, s'est déjà déclaré candidat pour 2022. Valérie Pécresse, candidate en Île-de-France, pourrait elle aussi se lancer dans l'aventure. Du côté de PACA, le RN pourrait prendre la région avec Thierry Mariani comme un marchepied pour la campagne présidentielle. En tout cas, les résultats de ces grandes régions seront donc très médiatisés à l'échelle nationale, quitte à oublier peut-être les enjeux locaux, ce qu'on a déjà pu voir par-ci, par-là, au cours de la campagne. Mais à quoi ça sert une région? Tout d'abord, ce sont les transports. C'est le premier poste de dépense de la région avec le Transilien, RER, le métro pour l'Île-de-France et les TER. Dans le reste du pays, les régions passent des contrats avec la SNCF pour assurer ces transports en commun et ce sont aussi les régions qui possèdent le matériel roulant, les trains. En gros, la région, c'est aussi l'éducation avec les lycées, toutes branches confondues. Il y a en France 2800 lycées pour le chiffre. La région qui s'occupe aussi de la formation professionnelle et de l'apprentissage. D'autres domaines, rapidement, la région est compétente pour une partie du développement économique du territoire, mais aussi pour l'aménagement de celui-ci, la qualité de vie, la protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité. Et c'est enfin la région qui est chargée de la répartition des fonds européens, d'où aussi la taille de ces grandes régions européennes. J'en parlais à l'instant. Allez, pour finir sur la région, elle a des compétences partagées aussi avec le département, sport, culture, tourisme, fracture numérique, langue régionale, ce qui me fait une parfaite transition pour parler, et oui, des départements. Et on passe donc aux élections départementales avec, là encore, un retour sur le paysage actuel de l'élection de 2015. La droite dirige donc, vous le voyez, 67 départements, 30 pour la gauche au sortir de cette élection. Et le Front National n'a remporté aucun département, mais tout de même 62 élus. Mais à quoi sert le département? Plus de la moitié des dépenses du conseil départemental, pour l'anecdote, on parlait du conseil général avant 2015, concerne l'aide sociale et la cohésion territoriale. C'est un effet de la décentralisation. Le département gère seul l'aide sociale à l'enfance, des allocations pour les personnes handicapées ou les personnes âgées et sûrement celle qu'on connaît le mieux, le RSA, le revenu de solidarité active. Le département, c'est évidemment aussi les collèges. Ils sont plus de 7000 selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale en France. Le département, enfin, qui est compétent pour la gestion de l'eau, des routes ou encore l'équipement rural. Voilà pour cette longue vidéo en 4 parties. Je crois que c'est l'une des premières sur cette chaîne. Sur ces élections, en tout cas des dimanches 20 et 27 juin prochains. Vous le savez, voter est un droit, c'est aussi un devoir civique. Cette phrase écrite en haut de votre carte électorale. Oui, il y a le Covid, oui, vous ne vous retrouvez peut-être pas dans les candidats et les programmes. En tout cas, je vous invite vraiment à regarder ces programmes, découvrir les propositions, découvrir les candidats et si possible, allez voter dimanche. C'est donc sur cela que se termine cette vidéo. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve, je l'espère, très vite. L'actu, c'est sur Instagram, le fil info. Il y a aussi les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'aller voter. Soyez heureux, restez curieux.